Rise, veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le juge président, avant que nous ne continuions, j'aimerais dans un premier temps féliciter CMS car la connexion, la qualité du son est bien meilleure que hier. Donc, et tout le monde en tire profit de cela. Donc, Madame Stroven, ce n'est pas la peine de vous dépêcher parce que nous avons jusqu'à 12h30, ça c'est sûr, et ensuite nous avons 14 heures. Donc, Madame Stroven, oui, merci Monsieur le Président. Et un autre document, donc je continue dans le temps, c'est un document du 2 avril 2014 et c'est à l'onglet 7 de la Chambre et c'est le CAR OTP 2087 9105 et c'est un... Quand on voit en haut de la page, le chef des Anti-Balaka appelle le gouvernement à dialoguer. Ça, c'est le titre. Si on monte un peu plus haut. Oui, et donc si nous pouvons passer à la deuxième page. Et je vais vous demander de lire le deuxième et le troisième. Donc, à partir d'une partie des Anti-Balaka. Donc, je vais peut-être le lire à haute voix. Donc, la question à M. Ngaïsona est une partie des Anti-Balaka sont représentés au gouvernement. C'est l'aile de M. Joachim Kokate, une aile que vous ne reconnaissez pas. Selon vous, est-ce qu'il faudra que des gens de votre coordination entrent aussi au gouvernement? Et il répond, je ne fais pas attention à ce qui se dit de Kokate, qui est toujours un cavalier, il change d'avis selon les nécessités. Les Anti-Balaka n'ont pas deux entités. Les Anti-Balaka que je coordonne sont un seul et même mouvement qui est réparti sur toute l'étendue du territoire. Quand je donne l'ordre à ces enfants, je pense que c'est immédiatement suivi des faits. Donc si on veut que la paix revienne définitivement dans ce pays, il faut dialoguer avec la coordination, son staff, pour qu'il y ait la paix définitive en RCA. Je vais y aller pas par pas. Donc la première question, donc Ngaïsona va indiquer qu'il coordonne un seul et même mouvement et que s'il donne des ordres à des enfants, c'est immédiatement suivi des faits. Et il va préciser que le mouvement est réparti sur toute l'étendue du territoire. Est-ce que cela correspondait à ce que vous observiez à l'époque? Yeah. So, Madame... Le juge président, Madame Samba Panza, puis-je vous interrompre rapidement? Madame Samba Panza? Alors, je félicitais tout le monde parce que la connexion est très bonne aujourd'hui. Je dois dire, en tant que juge président, bon, ça ne m'arrive pas très souvent d'avoir tort, si, rapidement, donc toutes mes excuses. Vous avez, j'imagine, compris la question, donc et maintenant, est-ce que vous pourriez répéter votre réponse? Only if we have the connection back. Seulement, bien entendu, si vous m'entendez, si la connexion remarche. Well, that would be a piece of information. Bien, ça, ce serait excellent comme élément d'information. Donc, je vais demander à la témoin de répéter. Maître Dimitri, puisque nous parlons de problèmes techniques, j'aimerais vous dire que le compte-rendu d'audience anglais est gelé sur le canal anglais. Le juge président, ben écoutez, vous savez, il y a là, ce sont des questions des problèmes techniques différents. Bon, tant que nous nous comprenons les uns les autres, nous allons poursuivre en français et en anglais. Je pense que vous pouvez continuer à lire cela en français et l'anglais va revenir.
Well, I take it for the moment. Juge président, eh bien, je suppose que ce ne sont pas mes remarques qui ont déclenché le problème. So, Madame Samba Panza, Le juge président, Madame Samba Panza, est-ce que vous me comprenez? but you know, just to Donc, Madame Samba Panza, vous comprenez ce qui se passe. Vous me comprenez, vous m'entendez, mais nous ne nous vous entendons pas. Donc, nous essayons de régler le problème. Voilà, je vous demanderai de faire preuve de patience. J'ai découvert le problème, j'avais pas mis mon micro en marche. Je suis désolée. Le juge président. Donc, ce n'était qu'un problème semi-technique pour le dire. Mais merci beaucoup, madame. De toute façon, ce genre de choses peut effectivement se produire. Donc, madame la procureure, vous avez posé une question et vous avez demandé donc ce que vous pensiez de cet extrait. Est-ce que c'est ainsi que vous compreniez les choses à l'époque? Quel est votre sentiment? Quelle est votre expérience? Donc, peut-être que vous pourriez répéter votre réponse, madame. Monsieur le juge, il me demandait de donner un avis sur une déclaration de monsieur Ngaïsona sur 2 points. Le premier point concerne les éléments du mouvement anti-Balaka que j'ai envoyé au gouvernement et qu'il considère qu'il s'agit d'éléments appartenant à monsieur Kokate. Et le deuxième point, c'est qu'il disait qu'il y avait les mouvements anti-Balaka sur toute l'étendue du territoire et que quand il donnait des ordres, les ordres étaient automatiquement suivis des faits. Cela démontre simplement l'ascendance de M. Ngaïsona sur les éléments du mouvement anti-Balaka. Il reconnaît qu'il a de l'ordre, qui peut donner des ordres qui sont suivis des faits. Je n'ai pas de commentaires à faire. Il reconnaît également que les anti-Balaka sont un et indivisible. Donc, Kokate fait partie des anti-Balaka. Je n'ai pas de commentaires particuliers à faire sur cette déclaration. thank you, Le juge président, merci. Mais je pense que vous pouvez passer à autre chose, madame Struyven. Yes, Mr. President. Am I still allowed to ask one question? Oui, monsieur le président, mais est-ce que j'ai encore le droit de poser une question, s'il vous plaît? Le juge président, oui, oui. Parfois, je fais des tentatives. Parfois, il s'agit de rappels aimables et d'exigences. Mais là, c'était tout simplement une tentative. On lui demande dans la prochaine question, on demande à Ngaïsona, donc on lui demande s'il a les clés de la paix et de la réconciliation entre ses mains. Et il dit que c'est entre les mains du gouvernement, des anti-Balaka, des Séléka, etc. Mais il réinsiste sur le fait qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Mais est-ce que je ne vous ai pas compris tout à l'heure que vous aviez justement eu des dialogues avec les anti-Balaka, y compris dans cette période? J'ai eu beaucoup d'échanges avec les anti-Balaka. J'ai eu beaucoup de dialogues avec les anti-Balaka. Il ne s'agit pas de dialogue formel à une grande dimension organisée comme on le fait habituellement dans ce cadre-là, mais j'ai eu beaucoup de contacts, beaucoup de dialogues. Je n'ai jamais été fermé aux échanges avec les anti-Balaka. Quand ils venaient, ils me donnaient leur point de vue et je leur expliquais ce que je pouvais mener en tant que chef de l'État, ce que je pouvais faire et ce que je ne pouvais pas faire, parce que nous étions dans un processus global qui engageait d'autres partenaires également, et il fallait que toutes les parties prenantes qu'il a nommées, d'ailleurs, anti-Balaka, les forces vives de la nation, les Séléka, que tout le monde se réunisse et qu'on
voient ensemble le problème de la crise centrafricaine et les solutions à envisager pour la sortie de cette crise-là. Mais avec les anti-Balaka, j'ai toujours eu des échanges. Et si je peux vous demander de lire un peu plus bas sur la même page, on parle de Boda justement, parce qu'on a parlé de Boda hier. Si on descend sur la même page, donc le journaliste lui demande, on descend encore un peu, si vous pouvez, oui, ici. Hier, vous avez décrit en grand détail donc, ce qui se passait à Boda. Et le journaliste lui pose la question, les anti-Balaka à Boda ne laissent pas les musulmans circuler alors qu'ils ne sont pas armés. Est-ce qu'on attend de moi un commentaire sur cette partie du document? Well, Le juge président, oui, oui. Ce n'est pas une déclaration de Madame Samba Panza, c'est un entretien avec Monsieur Ngai Sona. Et Madame Samba Panza, il fait référence à ce qui s'est passé à Boda. Donc peut-être que la témoin devrait lire cela. Elle lit très rapidement, comme nous l'avons constaté hier. Donc je ne sais pas si vous avez des observations à faire ou des remarques à la suite de cette lecture, Madame. Ce sera votre réponse. Donc je vous en prie. Monsieur le juge, j'ai lu le document, j'ai lu le paragraphe surligné en jaune où M. Ngaïsona dit que nous avons envoyé à Boda des gens qui ne pouvaient pas être entendus par les anti-Balaka de la place et que si on avait envoyé des hommes qui étaient la coordination anti-Balaka, les résultats auront été différents. Mais moi, j'ai eu entre les mains un ordre de mission signé de M. Ngaïsona qui a envoyé une équipe à Boda également. Donc, c'est des actions qui sont menées de part et d'autre. M. Ngaïsona a signé un ordre de mission avec 5 ou 6 membres d'Anti-Balaka qui ont été, et le gouvernement également, a envoyé une mission sur Boda, mais quand on est arrivé sur place, on a rencontré les Anti-Balaka qui étaient dans la localité de Boda, et comme je le disais, nous avons essayé ensemble de trouver une solution de sortie de crise. Et je peux dire que Boda est un modèle, ça a pris du temps, mais c'est un modèle, c'est un exemple de cohésion sociale réussi. Et peut-être une dernière question. Ici, il semble dire, en tout cas, que si on ne lui donne pas l'opportunité de discuter avec le gouvernement, ou si on ne lui donne donc pas ce qu'il veut, ça va rester difficile donc, à Boda. Donc, les crimes vont continuer à Boda. Est-ce que ça correspond à ce que vous entendiez à l'époque? Ça, c'est tout le temps dit par M. Ngaïsona que les autorités de la transition ne tendent pas la main, que les autorités de transition ne sont pas ouvertes, que les autorités de transition, vous l'avez dit tout à l'heure, sont ingrats, mais qu'est-ce que je pouvais faire de mieux que ce que je fais déjà, de recevoir les anti-Balaka au cours de réunions au palais de la Renaissance quand même, ou bien à mon domicile. C'est déjà une ouverture. Merci, Madame la Présidente. Je vais passer à un autre thème, et c'est juste une question de clarification par rapport à ce que vous avez dit hier. Hier, vous avez expliqué, parce que je continue dans la chronologie, hier vous avez expliqué que le fameux 17 avril 2014
vous vous êtes retrouvé avec Nguy Sona dans votre bureau alors que donc la MISCA voulait l'arrêter. Vous avez décrit cet événement en grand détail. J'ai une question là-dessus. C'est que vous avez expliqué hier aussi que finalement, on ne l'a pas arrêté. Il a été libéré sous condition, soi-disant. Qu'il devait se présenter, qu'il devait rester sur le territoire. Enfin bon, vous avez énuméré quelques conditions. Selon vous, est-ce que M. Nguy Sona a respecté ces conditions dans les jours, les semaines, les mois qui ont suivi? Oui, monsieur le juge, il les a respectées. Et dans le cadre de ses activités sportives, il lui est arrivé d'avoir été convié à des activités à l'international. Il a fallu que je donne mon accord pour qu'il puisse sortir. Donc, il a sollicité et il a obtenu, mais il a respecté. Merci. Je voudrais vous montrer un autre document parce que vous en avez parlé aussi hier. D'une certaine façon. C'est une lettre du 30 avril 2014 de Nguy Sona. Et c'est à l'onglet 58 de la Chambre, du matériel de la Chambre. Et c'est le CAR OTP 2092 1735. Et c'est à la page 1735. Et si on peut descendre, oui, comme ça, vous pouvez lire. Donc en fait, il va vous demander de l'argent pour le cantonnement. Et vous avez expliqué hier, je pense, si je vous ai bien compris, que vous aviez justement offert des solutions pour les éléments anti-Balaka qui étaient à Bangui. Vous avez parlé des kits d'organisations internationales, etc. Et vous avez expliqué que, en fait, les anti-Balaka préféraient d'avoir de l'argent. Donc la première question, c'est est-ce que c'est effectivement à travers de ce genre de lettres que vous avez su qu'ils préféraient avoir des sommes d'argent, ou est-ce que c'est dans un autre contexte? C'est dans un autre contexte, c'est quand nous discutions, que nous nous rencontrions et qu'on échangeait, c'est dans ces contextes-là. Et des échanges, lors des échanges avec les anti-Balaka. Alors, j'ai juste une autre question sur ce document. Donc, c'est une lettre qui vous est adressée. Et ici, donc, comme je l'ai dit, on est le 30 avril 2014. Si on monte le document un tout petit peu, on va voir la date. Oui, c'est de monsieur Nguy Sona qui va signer le document aussi. Et si on descend un tout petit peu, la première phrase, on dit « Depuis la dernière audience que vous avez bien voulu accorder à la délégation des patriotes anti-Balaka, nous avons été convaincus de votre disponibilité à œuvrer en faveur d'un retour rapide de la paix et de la quiétude au sein des populations centrafricaines. » Est-ce qu'il n'y a jamais été question que vous ne vouliez pas œuvrer pour la paix? Mais vous vous rappelez des déclarations, d'autres déclarations précédentes de M. Nguy Sona où il disait que le gouvernement ne voulait pas saisir l'opportunité de la paix offerte par
le mouvement anti-Balaka. Donc, mais sinon, vous avez là une lettre qui reconnaît que je suis disponible pour œuvrer en faveur de la paix. Au moins, ils le reconnaissent. Mais la question est un peu plus délicate. Il semble dire que le 30 avril, ça c'est la première fois qu'ils sont convaincus. C'est maintenant qu'ils vont être convaincus de votre intention d'œuvrer pour la paix. Non, non. I'm sorry. Ma compréhension n'est pas celle. Le juge président, Madame Samba Panza. Je pense que oui, Maître Proust, je comprends. Maître Proust est très, très directeur. Le juge président, oui, allons-y au cas par cas quand même. Et si je lis la gestuelle de Madame Samba Panza, je pense que nous pouvons poursuivre. Et je dois vous dire que, pour être transparent avec vous, pendant la pause, j'ai pensé aux questions, à la question de principe qui a été soulevée. Vous savez, même le juge président peut être en mesure d'apprendre quelque chose. Donc je pense que vous avez tous pu constater que hier, le juge a posé des questions ouvertes aux témoins. C'est le rôle du juge. Bien sûr, le rôle des parties est différent. Toutefois, étant donné qu'il n'est pas si habituel que les juges posent autant de questions à un témoin, je maintiens que nous allons prendre en considération ces questions au cas par cas. Donc, je pense que vous me comprenez. Et Maître Proust, oui, là, elle a raison. Donc, nous allons continuer à le faire, cela. Et par souci d'équité de procédure, à mon avis, je pense que la défense a un peu plus les coudées franches. Vous savez, ce n'est pas une science naturelle. Vous comprenez ce que je veux dire? Excusez-moi de pontifier un peu, mais c'est une nouvelle situation. Cela n'a jamais été fait. Donc, nous devons tous essayer de nous adapter. Mais je pense que nous pouvons essayer de dégager, je ne dirais pas des règles, mais des modus operandi qui sont équitables pour tout le monde. Voilà, poursuivez, madame. Vidéo, donc je continue dans la chronologie. C'est une vidéo du 8 juin 2014. C'est à l'onglet 22 du bureau du procureur. Il s'agit de CAR OTP 20232114 et le transcrit est à l'onglet 54 du bureau du procureur et porte le numéro CAR OTP 21071508. On va jouer la vidéo donc à partir de la minute 000206 jusqu'à la fin. Ce n'est que quelques minutes. Et donc, Madame le témoin, je vais vous laisser justement regarder la vidéo. Par contre, c'est dans le 4e arrondissement, notamment à la mairie du 4e, que le temps a monté d'un camp. Le Premier ministre qu'accompagnait quelques membres du gouvernement s'est rendu compte que les notables chefs de quartier n'étaient pas dans la salle. Toute l'assistance était composée des militaires, des éléments des FACA. L'ambiance était électrique à un moment donné, puisque le Premier ministre s'est interrogé le pourquoi de cette présence des FACA. Leur place est dans les casernes, a-t-il précisé, et a interrogé le ministre de la Défense, Théophile Tshimangwa. Tant bien que mal, le Premier ministre a tenté de leur expliquer la situation critique du pays. Il leur a demandé de ramener les objets militaires et les armes de guerre qu'ils détiennent devers eux. Voici le message du Premier ministre interrogé par la presse. Si vous regardez la nature du conflit, il ne s'agit pas d'un conflit classique avec un front, avec deux parties.
clairement identifiés qui se combattent. Nous sommes dans un conflit communautaire. Et tout le monde possède des armes, on ne sait pas qui est qui dans cette affaire. Qui est armé, qui l'est pas, qu'est-ce qu'une arme, et ça pose problème. Vous pouvez marcher dans la rue et du coup quelqu'un se jette sur vous, vous ne savez pas pourquoi. Soit à cause de votre tenue, soit de votre origine, soit... c'est un conflit communautaire qui ne nous pose pas un groupe donné au gouvernement, par exemple. Parce que ce n'est pas un conflit contre l'État, c'est un conflit entre les gens, entre les communautés. Et donc là, c'est extrêmement difficile de désarmer si on n'a pas une adhésion de la population, s'il n'y a pas une volonté vraiment de la population de s'engager dans un processus de cessation de conflit. Il y a deux types de désarmement. Nous avons ce qu'on appelle le processus DDR. Le processus DDR est un processus normal qui va s'appliquer aux groupes armés clairement identifiés et aussi à l'armée nationale, au FACA. Par exemple, il y a certains FACA qui aujourd'hui, peut-être à cause de l'âge, à cause de la maladie, à cause d'un certain nombre d'éléments, probablement devront quitter l'armée. Donc il faudrait peut-être mettre en place ce processus-là. Et d'autres qu'il faut réintégrer. Et c'est à travers ce processus qu'on va le faire, c'est également à travers ce processus qu'on va les désarmer. Nous avons les ex-LK qui sont cantonnés. Aujourd'hui, là aussi, c'est un groupe clairement identifié, armé, qu'il faudrait désarmer dans le cadre du DDR. Mais les autres, la population, les jeunes de 15 ans, 18 ans, 12 ans même qui détiennent des armes, et les oncles, les tantes, etc., tous ceux qui ont les armes sous les lits, un peu partout, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on récupère? Le meilleur moyen, c'est l'adhésion de la population. Et le but du désarmement volontaire, c'est d'abord de sensibiliser les gens à l'idée du désarmement. Il faut que les populations commencent à l'intégrer et à l'accepter. Sinon, vous envoyez aujourd'hui la police essayer de désarmer un quartier, vous aurez une opposition de la population. Et ça pose problème. Il faut que désormais la population comprenne que c'est un processus important et y contribue. Donc, première question, Madame le témoin. Donc, il s'agit d'une visite de Nzapayeke au 4e arrondissement le 8 juin 2014. Est-ce que vous étiez au courant de cette visite particulière ou du fait qu'il faisait des visites de cette nature? Ah, c'est une opération gouvernementale. Ça a été décidé au niveau du gouvernement et chaque responsable de la transition devait s'impliquer dans les actions menées par le gouvernement de transition. Et donc, il avait été confié au Premier ministre la tâche, la responsabilité de faire de la sensibilisation pour le désarmement volontaire. Il a été assez clair, il a bien expliqué les choses, et donc il avait cette responsabilité-là. Il n'y avait pas de problème, mais les résultats n'ont pas été très probants. Les gens n'étaient pas très pour le désarmement volontaire. Il y a eu quelques remises d'armes, mais ce n'était pas suffisant pour ce qu'on attendait de cette opération-là. Merci. Mais donc, juste une première précision, il va visiter le 4e arrondissement. Donc ça, c'est l'extrait que nous avons vu. D'ailleurs, je pense que nous avons vu à la minute 02:42. Nous avons vu Maxime Ocom, Yagouzou, Judicaël Orofei. Est-ce que vous les reconnaissiez dans la partie qu'on vous a montrée? Oh, certains, j'ai vu, oui, rapidement, mais bon, je n'ai pas fixé le regard sur le visage, mais ils étaient là, oui. Et quand donc on parle, donc il va visiter le 4e arrondissement, juste pour le compte-rendu, le 4e arrondissement de Bangui, c'est l'arrondissement où il y a Boyrab, il y a Gobongo,
et donc où résident Ngaïsona, Maximocom, etc., n'est-ce pas? Où réside essentiellement le gros des Antibalaka. Et on entend dans la petite vidéo, on entend dire que au lieu de voir les notables, les chefs de quartier, tous les gens dans la salle, donc au 4e arrondissement, étaient des militaires et que l'ambiance était électrique. Est-ce que vous vous souvenez de ça à l'époque? Oui, une invitation a été lancée à toutes les parties prenantes du 4e arrondissement, mais le retour que nous avons reçu n'a pas été à la hauteur de nos attentes. Et à ce moment-là, donc, on explique que l'atmosphère ou l'ambiance est électrique. Est-ce que vous saviez pourquoi? Parce qu'on le dit au contraire des autres arrondissements que M. Nzapayeke va visiter. Donc on dit qu'au 4e, l'ambiance était électrique. Saviez-vous pourquoi ou est-ce que avez-vous entendu parler de cela? Ben, vous avez dit tout à l'heure la composition de la population du 4e arrondissement. Gobongo, Boyurab, etc. C'est essentiellement un quartier qui est très sensible dans la crise centrafricaine avec les ex-Seleka, les anti-Balaka. Il vous souviendra que les ex-Seleka ont déjà fait des descentes dans le 4e arrondissement et que ça s'est mal passé. Donc les gens, leur arme, c'est leur protection. Et donc leur demander de rendre l'arme, c'est comme si on les laissait à la merci d'attaques, d'exactions qui pouvaient subvenir. Donc les gens étaient plus réticents. Et donc, si je comprends bien, ils vont pas désarmer volontairement, n'est-ce pas? C'est ce que je vous ai dit. Ce que nous avons eu en retour n'était pas à la hauteur de nos espérances. C'est ce qu'on dit. Très peu d'armes ont été rendues, mais même quand les armes sont rendues, c'est parce que les gens en ont 2 ou 3. Ils en rendent une et ils en conservent encore 1 ou 2. Peut-être une dernière question là-dessus. Vous expliquez qu'ils voulaient garder leurs armes justement parce qu'ils avaient eu cette mémoire des Seleka qui avaient attaqué Boyrab à ce moment-là, en 2013. Les Seleka n'étaient plus présents pour attaquer Boyrab en 2014, n'est-ce pas? Ah oui, mais la tension existait toujours. La tension existait toujours et donc les gens se protégeaient. La crise centrafricaine, elle a été jusqu'en 2015, fin 2015. On n'était pas à l'abri d'attaques, d'exactions, etc. Donc les gens préféraient avoir leurs armes pour se protéger. Et même si vous, en tant que présidente, mais aussi la MISCA, les forces internationaux, demandait ou exigeait ce désarmement pour justement aller vers une paix durable? La paix est un long processus. On ne la décrète pas. C'est pas à pas. À force de sensibilisation, à force de dialogue, à force d'échange qu'on arrive à la paix. Mais on peut décréter au niveau international, au niveau de l'État, qu'on veut aller vers la paix. C'est pas suffisant. Il y a beaucoup d'actions à mener pour arriver à la paix. Et nous avons passé les 2 ans de notre mandature pour justement sensibiliser, appeler à la paix constamment. Je vais passer au document suivant. Donc c'est l'onglet 37 du bureau du procureur. Il s'agit de CAR OTP 20879290. Je vais d'abord vous laisser regarder le document.
est-ce qu'il est correct que c'est une nouvelle liste de demandes de la part des anti-Balaka qui a été émise après la nomination de Mahamat Kamoun comme Premier ministre en août 2014? Excuse me, Mr. President. Maître Pro, excusez-moi, Monsieur le Président. Maître Pro, c'est une question directrice dans le sens que le Président, je suis d'accord avec vous là aussi. Je voudrais que vous recommenciez par le début, le haut de la liste. Commencez par lui demander si elle a jamais vu ce document, si cela lui a jamais été présenté et à quel moment. Je préférerais que vous procédiez de cette façon-là. Shall I quickly? It's No. okay. Madame Struyven, c'est bien. Ça fait partie des documents qui lui ont été montrés pendant l'entretien. Voilà pourquoi il y a un numéro également. Le président, pardon. Oui, ça n'est pas le problème. Le problème, c'est que... Madame le témoin, juste, est-ce que vous avez déjà vu... Nous voulons l'entendre directement, de vive voix. Je peux avoir la première page du document ou le titre du document? Parce que j'ai beaucoup de documents avec des profils et tout. C'est tout ce qu'il y a. Je vois que c'est tout ce qu'il y a. Certainement, c'est des propositions de postes. Puisqu'on a les vœux, on a dû faire un récapitulatif. Puisque ça reprend des noms qui apparaissent déjà. C'est un récapitulatif de propositions de nomination des membres des anti-Balaka. If you want, Donc, le président, si je me souviens bien, tous les documents qui ont été apportés par la témoin pendant l'enquête, au moment de l'enquête, eh bien, cela a été évoqué. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être lui présenter cela pour lui rappeler, pour lui le remettre en mémoire, si vous avez la référence, Madame Struyven? Oui, tout à fait. Le président, est-ce que vous avez la référence, Madame Struyven? Oui, voilà, je peux lire cette référence. Il s'agit de CAR OTP 2017-10. Si je ne m'abuse, enfin, je vais confirmer cela. Mon collègue va vérifier. Déclaration avec le bureau du procureur, je pense que vous avez expliqué que donc c'était après la nomination de Monsieur Mahamat Kamoun comme Premier ministre, donc en août 2014, et que vous avez aussi expliqué que Ngai Sona demandait à nouveau d'avoir ce poste comme directeur général de la SOCAPS. Vous vous en souvenez? Oui, mais ça procède du même principe de la volonté de vouloir impliquer les anti-Balaka dans la gouvernance. Il y a eu un changement de Premier ministre, donc forcément, il y a de nouvelles personnalités qui doivent donc entrer au gouvernement ou avoir des postes à un certain niveau. Et donc, avec le Premier ministre Mahamat Kamoun, on a refait la même chose. On a consulté les anti-Balaka, on a consulté les forces vives de la nation. Chacun nous envoyait donc une liste avec des propositions. Et comme vous le voyez, Ngai Sona réinsiste sur les postes qu'il avait déjà demandés. Et comment va-t-il réagir si... Le président, un instant. Donc ça commence par 1086.
parce que là, on passe... cela fait référence donc à ce document. Généralement, cela passe par Ngaïsona. Madame Struyven, merci, Monsieur le Président. Le témoin, pouvez-vous nous expliquer ou expliquer au juge comment Ngaïsona va réagir quand il va à nouveau ne pas recevoir ce poste que lui, il veut personnellement avoir? Imaginez, il n'est pas content et ça doit certainement faire partie de ce qu'il appelle l'ingratitude de Madame Samba Panza, certainement. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Je vais vous montrer un autre document. C'est à l'onglet 9 du bureau du procureur. Il s'agit de CAR OTP 2001 5285. It's on the screen. Le Président, est-ce que cela est à l'écran? Enfin, je pense que nous pouvons même voir la première partie. Donc, on est le 19 septembre 2014 et Émotion, Namsio et d'autres membres des Antibalaka, notamment Gustave Yandjoukou et Olivier Feissona, vont être arrêtés et transférés à la prison à Ngarangba. Et donc, si on descend un tout petit peu, justement, le paragraphe qui commence avec le procureur de la République va expliquer que les 4 personnes ont été transférées à la prison conformément à la procédure normale. Et on va expliquer aussi dans l'article qui ont été transférés parce qu'ils avaient eu des armes dans leur véhicule. Est-ce que vous vous souvenez de cet événement? Tout à fait, je m'en souviens parfaitement. J'ai été interpellé par les Antibalaka pour cela, pour ces arrestations. Et donc, le document est assez explicite. On leur reproche d'avoir sur eux des armes. Et donc, on les a arrêtés dans un véhicule avec des armes. Et donc, on les a arrêtés parce qu'on estimait qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir ces armes avec eux. Le document retrace bien ce qui s'est passé. Et est-ce qu'à l'époque, effectivement, ils n'avaient pas la permission de se balader avec des armes? Est-ce que donc donc la question est, est-ce que leur arrestation à l'époque était légale? C'est une arrestation légale. Ils n'ont pas le droit de se promener avec des armes sur eux. Donc c'était une arrestation légale. Il y a eu un contrôle. On a vu ils avaient des armes sur eux, non autorisées sur eux. Et donc on les a arrêtés. Je vais vous montrer un autre document. C'est à l'onglet 13 du bureau du procureur. Il s'agit de CAR OTP 2001 5647. C'est à l'onglet 13 du bureau du procureur. Et il ne peut pas être montré au public, le document. Et si vous pouvez justement regarder à la page 5648, donc la deuxième page en fait, tout en haut de la page, et je vais vous laisser lire. Donc il s'agit d'un rapport de renseignement
quelques jours après cette arrestation. Mhm. Oui. Et donc, dans le rapport de renseignement, on va dire que des manifestations orchestrées par les anti-Balaka sont à envisager à Bangui, en réaction notamment à l'arrestation de 3 des leurs, dont le porte-parole le 17 septembre dernier, et à la différence de traitement entre eux et les ex-Seleka, qui est faite de la part des forces internationales. Est-ce que vous vous rappelez justement de ces informations ou de ces renseignements que vous aviez eus à l'époque? Oui, je m'en souviens bien. Ça fait partie des documents confidentiels que je reçois en tant que chef d'État, que les services de renseignement m'envoient. Et je me souviens bien de cette période-là et de ce qui s'est passé après, des manifestations qui ont eu lieu à la suite de ces arrestations. Je m'en souviens bien. Effectivement, justement, j'allais vous demander, donc l'arrestation elle-même en soi était légale. Est-ce que les manifestations par les anti-Balaka qui vont suivre, est-ce que ces manifestations vont être pacifiques? Généralement, il y a beaucoup de troubles à l'ordre public lors de ces manifestations. Ça se fait à travers des villes mortes, des barrages, des pneus brûlés, divers types de manifestations politiques un peu. Donc non, ça a été un moment trouble, un moment difficile. Justement, je vais vous faire lire 2 articles de presse là-dessus qui vont, je pense, expliquer aussi la sérieuxité des manifestations, le sérieux des manifestations qui vont suivre. Le premier, c'est à l'onglet 10 du bureau du procureur. Il s'agit de CAR OTP 20001 5342. Le président, je crois que le mieux serait de laisser Madame Sambapaza lire le document et puis ensuite vous pourrez lui demander si cela lui rappelle ce qui s'est passé à ce moment-là. Je crois que c'est la meilleure façon de procéder. En anglais, mais je pense que ça ne pose pas de problème nécessairement. Si vous pouvez effectivement juste lire... il n'est pas très long, juste donc la première page, et puis ça continue sur la 2e et la 3e page, si je ne me trompe pas. Si je peux avoir la traduction, ça m'arrangerait. Aucun problème, je vais peut-être le lire. Of course. Donc, c'est je vais commencer à lire à la page 5342. Donc, ça parle de Bangui. Le président de transition de la République centrafricaine a ouvert des pourparlers samedi avec les chefs de la milice chrétienne qui ont appelé son gouvernement à donner sa démission. Une violence qui a tué un soldat, un casque bleu des Nations Unies et blessé plusieurs autres, des douzaines d'autres. L'initiative vise à ralentir la crise qui a paralysé la capitale depuis mardi. Antoinette Montaigne a déclaré qu'après Catherine Sandapassa a rencontré un représentant. Le président, je pense que ça suffit pour le moment. On pourra poser d'autres questions par la suite. L'article mentionne que vous avez rencontré les dirigeants de la milice chrétienne qui ont appelé votre gouvernement à démissionner. Et je pense que par la suite, ils vont expliquer justement l'ampleur de ces événements. Je vais peut-être vous le lire, c'est un peu plus bas au milieu de la page. Et on dit... en anglais. Le président, ces jours derniers, la capitale a été le théâtre de combats violents.
il y a eu ensuite 8 personnes blessées jeudi lors d'une embuscade à l'extérieur de Bangui. 6 policiers des Nations Unies ont été blessés lorsque un groupe armé leur a tiré dessus. L'aéroport est resté fermé samedi. Lors de la réunion de samedi, les miliciens anti-Balaka ont présenté 5 revendications, y compris la libération des membres arrêtés, l'inclusion d'autres au sein du Conseil de transition. Ils ont demandé également que les membres anti-Balaka qui avaient été remerciés de la fonction publique soient réinstaurés, et le gouvernement de transition a accepté cela. Une 5e demande a été refusée directement au sujet du gouvernement formé par le Premier ministre Mahamat Katmound. Le président de transition ne souhaite pas que des points concernant les institutions gouvernementales soient traités au cours de cette phase de la crise, a déclaré Ngaya. Donc, un groupe armé a tiré sur une patrouille de l'ONU, tuant un casque bleu et en blessant 8 autres. La patrouille de l'ONU surveillait une manifestation, je pense, à l'aéroport. Est-ce que vous vous souvenez justement est-ce que vous pouvez peut-être expliquer dans vos propres mots ce qui s'était passé, sans aller dans trop les détails, mais juste pour que la Chambre puisse comprendre ce qui s'était passé? Monsieur le juge, j'ai un problème avec la technique. Le son n'apparaît pas bien. Voilà, là maintenant je vous vois, mais ce que vous disiez, j'entendais pas, mais j'ai deviné ce que vous vouliez savoir. Je pense que le document que vous avez lu, qui a été traduit, relate bien ce qui s'est passé. Ça a été une période très difficile, particulièrement difficile à la suite de l'arrestation de ces éléments anti-Balaka. Effectivement, le feu a été mis pratiquement à Bangui. Le feu a été mis pratiquement à Bangui. Il a fallu beaucoup de médiation, beaucoup de négociations pour que le calme revienne réellement. Les revendications qui ont été présentées, que vous avez lues, ont été effectivement faites. Ces revendications-là, on ne pouvait pas satisfaire toutes les revendications. De toutes les façons, en politique, on ne peut jamais satisfaire toutes les recommandations. J'ai essayé de répondre à certaines d'entre elles pour détendre l'atmosphère. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, après quelques jours, il y a eu le calme. Mais nous avons regretté donc le décès d'un soldat de la paix. Nous l'avons regretté. Et également de la situation qui est arrivée à plusieurs autres soldats de la paix également. Et à ce moment-là, est-ce que vous en discutiez, donc justement, vous parlez d'une négociation, etc. Est-ce que Ngaïsona faisait partie de ces négociations? Oh, certainement, certainement. De toute façon, à ce niveau-là, Ngaïsona ne peut qu'être membre de cela. Bon, de manière formelle, je n'ai plus en tête la date des réunions avec eux, mais il y a eu des échanges constamment. Yeah, I think I also have... Le président, je pense que c'est le bon moment pour faire la pause maintenant. Madame Samba Panza, nous allons faire la pause déjeuner jusqu'à 14 heures et ensuite nous terminerons l'interrogatoire de l'accusation et donnerons la parole aux victimes si elles ont des questions à poser.